Merci beaucoup Lumna. Merci Abdelrazak pour sa présence et merci à vous d'être parmi nous. Voilà, donc Abdelrazak Ben Shahban, que j'ai l'honneur de présenter, donc il est docteur d'État en botanique et écologie. Il a enseigné l'écologie végétale et la climatologie à l'université de Marrakech. Et il a restauré les jardins Majorel à Marrakech. Et quelqu'un m'a dit sur place que c'était le lieu le plus visité en fait de Marrakech. Peut-être vous pourrez euh, approuver ça. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. D'accord. Voilà. Donc Abdelrazak a par ailleurs créé et dirigé la revue Jardin du Maroc, Jardin du Monde. Il est auteur du livre Marrakech, Cité-Jardin, Grandeur, Décadence et Renaissance, très intéressant. Et il a aussi publié le roman Sidi Rib, qui raconte la quête d'un jardinier maghrébin au Moyen Âge. Donc c'est un roman historique et également très intéressant. Aujourd'hui, donc, du Maroc et de l'Espagne musulmane au Bengale, en passant par Shiraz, Bagdad et Damas, les jardins islamiques ne se distinguent pas seulement par leur architecture, la magnificence de leur végétation et le génie de leur système d'irrigation, mais ils donnent à contempler un paradis terrestre où s'éveille l'âme et tous les sens. Après une brève introduction historique, donc, Abdelrazak Ben Shahban exposera les caractéristiques géométriques, biologiques, minérales et architecturales des jardins islamiques. Donc, nous le remercions encore à l'avance. Et c'est à toi la parole, Abdelrazak. Merci. Bonjour, bonjour. Merci de votre invitation. Merci, cher Eric, de la présentation. Je voudrais aujourd'hui vous parler du jardin en terre d'islam. Pourquoi en terre d'islam? Parce qu'en terre d'islam, il y a eu la naissance d'un jardin qui se différencie de tous les autres jardins que nous pouvons trouver sur la planète par ses différentes caractéristiques. Et le jardin, c'est le fruit du travail de l'homme et de la nature. Depuis 9000 ans, c'est-à-dire depuis la sédentarisation de l'homme, a commencé une nouvelle aventure pour l'homme, l'agriculture, et un rapport nouveau avec la nature et avec le sol. Ces interventions de l'homme avaient pour but l'agriculture, donc c'était des jardins de rapport au début, qui avaient pour objectif de produire des fruits, des légumes, du grain dont a besoin l'homme pour diversifier son alimentation et surtout pour commencer à faire des réserves. Parce qu'il y avait des périodes traversées avec très peu de cueillettes et donc se poser la question avec la démographie croissante de commencer à faire des réserves. Pour faire des réserves, il faut avoir des récoltes et pour pouvoir euh, les stocker et les utiliser pendant les périodes, par exemple l'hiver où il n'y a pas de végétation dans certaines régions. Cela suppose qu'il faut maîtriser aussi le travail de la terre, mais cela suppose créer des outils de travail, mais cela suppose aussi qu'il faut maîtriser la question de l'eau, parce que l'eau aussi n'était pas toujours disponible en Mésopotamie et il a fallu trouver les moyens pour la stocker et la rendre disponible quand le sol en a besoin. Donc c'est ainsi qu'est apparue l'agriculture et les premiers jardins utiles en Mésopotamie. Cette, la création d'un jardin, euh, ensuite il y a eu dans l'histoire, et on va le voir tout à l'heure, un besoin de jardins d'agrément, de jardins d'agrément qui peuvent
être des lieux d'habitation, mais aussi des lieux de réunion et des lieux de méditation. Et l'homme avait besoin, à côté de ces jardins de rapport, des jardins d'agrément. Et ainsi sont commencés à apparaître des jardins un peu partout dans le monde simultanément. Et ce sont des jardins d'agrément. Alors, un jardin d'agrément ne dépend pas seulement du travail du sol, il dépend également de la culture dans laquelle il va naître. Et c'est ainsi que, selon les aires culturelles, vont apparaître des jardins qui vont d'ailleurs apporter les noms des civilisations qui les ont vus naître, ou bien les pays qui les ont vus naître. Vous connaissez bien le jardin à la française, il y a le jardin anglais, le jardin japonais et le jardin islamique qui est apparu en terre d'islam. Donc les jardins sont les reflets des civilisations qui les voient naître. Et le jardin, donc en terre d'islam, il a ses propres caractéristiques et nous allons consacrer cet exposé à parler de ces différentes caractéristiques. Pour bien saisir la conception, la structure et l'art des jardins en terre d'islam, ainsi que leur genèse, il est nécessaire de remonter dans le temps avant l'avènement de l'islam en Arabie. Bon, je vais faire avancer le diaporama. En principe, ça devrait marcher. Donc, nous arrivons là en Arabie. Et l'Arabie, vous voyez qu'il y a l'air et enfin, c'est presque un petit continent avec un grand désert que vous voyez au centre. Et au sud, vous avez Rob al-Khali et vous avez des pays, le Yémen, etc., qui sont au sud de cette carte. Les paysages dominants sont soit des montagnes arides ou bien des règues, c'est-à-dire des plateaux caillouteux, ou bien des dunes de sable. Et vous voyez que dans ces conditions, il est très difficile de pratiquer l'agriculture et faire des jardins. Mais cette région de l'Arabie heureuse reçoit des influences et des pluies sous forme de moussons. Ces pluies traversent le sable et s'accumulent en profondeur. Donc s'il n'y a pas d'eau visible à la surface, s'il n'y a pas de rivière qui coule à la surface, les moussons, quand ils tombent, l'eau récupérée par le sol, c'est ce qu'on appelle les nappes phréatiques. Sur ces sols apparaissent parfois des arbres. Ici, nous sommes devant un reg, c'est-à-dire un plateau mais de cailloux, et au fond, vous avez les dunes. Et sur ce plateau caillouteux peuvent apparaître des arbres, parfois dispersés, parfois ils peuvent former ce qu'on appelle une steppe. Et cette steppe ici, elle est composée par des épineux, il s'agit ici d'acacias, et de plantes en coussinets. Ces plantes ont cette caractéristique parce que c'est une forme de résistance à la sécheresse. C'est-à-dire que la plante va faire le maximum possible pour ne pas perdre son eau. Et donc, le végétal va prendre des formes adaptées et à la protection de l'évaporation pour que l'eau ne s'évapore pas trop et que la plante pue. C'est d'ailleurs cette raison que dans ces milieux désertiques, vous trouvez que la vie est possible. Donc ça, c'est le travail que fait la nature en Arabie. La nature en Arabie aussi, c'est surprendre parce que ici, vous avez le sol, il est craquelé, ça veut dire que la région est passée par un été qui était très sec et il a suffi de quelques pluies, une semaine, 2 semaines avant, pour
que le désert soit fleuri. Et ça arrive très souvent que le désert soit fleuri. Cette floraison dure, c'est un cycle végétal très court parce que les plantes sont conscientes que l'aridité va revenir, donc ils vont boucler leur cycle en 1 ou 2 semaines. Boucler un cycle végétal, ça veut dire passer de la germination à partir d'une graine à la formation d'une nouvelle graine qui va se retrouver dans un fruit. Et ça passe par un stade préliminaire qui est celui de la floraison où se fait la pollinisation et la fécondation. Donc ces cycles sont très courts dans les déserts, mais ils peuvent donner des spectacles étonnants. Ça arrive sur des sols euh, argileux, comme on l'a vu dans la diapo précédente, mais ça peut aussi arriver sur des dunes de sable ou sur des plateaux sablonneux ou caillouteux. Tout ça dans le désert, mais ça ne dure pas beaucoup. Ce sont des cycles très courts, en général entre 1 à 2 semaines. Donc vous voyez que le désert, quand il fleurit, ben ça donne une autre dimension au désert et il suffit de quelques gouttes d'eau pour que ça se produise. Il a plu cette semaine au Maroc. Je pense que dans 15 jours, dans le sud, dans le Sahara, ça va être un tapis floral magnifique. C'est dans cet environnement qu'il y a eu la révélation coranique et on peut lire dans Surat Muhammad مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى إلى آخر الآية. Et ce verset nous donne un aperçu sur le jardin céleste, sa composition, mais aussi son architecture. La présence de ces 4 fleuves qui vont séparer 4 parterres et ces 4 fleuves vont se rejoindre en un centre qui va être représenté, vous le voyez sur la droite de la diapositive ici, mais qui peut être représenté par une fontaine ou un puits dans les jardins. Donc, l'islam est apparu dans une région aride qui connaît la valeur de l'eau, mais aussi pas loin d'une région où il y a eu l'avènement de l'agriculture et les gens ont appris avec le temps à économiser l'eau et l'utiliser d'une manière rationnelle. Pour y parvenir, il a fallu maîtriser, bien entendu, les techniques de l'irrigation. Nous verrons ça tout à l'heure. Mais nous avons ici la base de ce que va devenir le jardin en terre d'islam avec ses caractéristiques que nous allons voir. Grâce à la présence de l'homme dans le désert, il était possible de reverdir le désert une fois qu'on a trouvé l'eau. Et c'est ainsi que sont apparus les oasis, qui étaient des jardins qui ponctuaient le désert, et les caravanes connaissaient ces oasis, et les itinéraires étaient fixés en fonction de la présence de ces oasis, parce que qui dit oasis dit disponibilité de l'eau, et les caravanes avaient besoin d'eau pour les caravaniers, pour les animaux, et s'arrêter pour se reposer à l'ombre des palmiers et faire les réserves avant de continuer l'itinéraire. Donc, ces oasis jalonnent le désert et c'était l'un des premiers jardins oasiens naturels où l'homme a pu quand même créer de la verdure au cœur du désert grâce au génie, à la présence ou bien au miracle de l'eau. Alors, ce miracle de l'eau a permis de reverdir le désert, de créer des oasis, des jardins, pratiquer l'agriculture.
Et vous pouvez, ici nous sommes au Maroc, et vous pouvez avoir, grâce à l'eau, on peut avoir des oasis de dimension euh, presque, comment dirais-je, domestique, jusqu'à avoir des jardins qui s'étendent sur plusieurs hectares, parfois sur plusieurs kilomètres carrés. Ceci est possible grâce au miracle de l'eau et grâce à la capacité de l'homme de ne laisser pas l'eau qui tombe dans le désert se perdre. Alors, quand l'eau tombe dans le désert, quand il pleut, les moussons, par exemple, quand ils tombent sur l'Arabie, vous avez en un la pluie qui s'infiltre à travers le sol et qui atteint une couche qu'on appelle le niveau phréatique. Donc, c'est une poche qui se trouve dans le sous-sol et qui va accumuler de l'eau. Donc, l'eau existe, mais elle est en profondeur. Alors, comment la faire monter en surface? Ben, les anciens ont inventé en Chine, mais aussi en Iran, les qanats, ou bien ce qu'on appelle au Maroc les khetara. Les khetara, ce sont des puits qui descendent jusqu'au niveau de la nappe phréatique. Vous voyez des puits qui descendent et qui vont finir par, qui vont creuser un canal de gauche à droite de la photographie, de la diapositive, pour arriver au niveau de l'oasis à faire rejaillir comme une source, comme une sorte de source qui va rejaillir au niveau de l'oasis pour pouvoir arroser l'oasis et avoir de l'eau en permanence. Autrement, vous voyez qu'il y a la nappe phréatique inclinée, vous avez le chiffre 2, vous avez une inclinaison en bleu qui vous donne le niveau de la nappe phréatique. Avec ce niveau de la nappe phréatique qui s'incline également vers la droite, il aurait été impossible, sans le système de Retara, d'avoir de l'eau bleue ici, sous les palmiers dans l'oasis. Donc c'est grâce à cette technique qu'il y a eu captation de l'eau au niveau 2 et création d'un canal, d'une saguère, qui va acheminer l'eau directement vers l'oasis, au lieu que l'eau continue à rester dans la nappe phréatique. C'est une technique qui a été ensuite généralisée dans tous les pays où l'islam est, dans tous les pays qui sont devenus musulmans avec le temps, c'est-à-dire que les Arabes venaient avec ces techniques et les diffusaient dans ces pays. C'est comme ça d'ailleurs que le Maroc a pu bénéficier de cette technique de captation de l'eau de la nappe phréatique. Et ça ne demande aucune force, il n'y a pas d'énergie à dépenser, c'est uniquement le dénivelé, tout simplement, et le génie de l'homme, bien sûr, qui calcule la pente nécessaire. Il y a une légère pente pour amener l'eau à l'oasis. Donc, ça ne dépend que de la gravité. Ici, vous avez les travaux d'entretien d'une rétara. Vous avez ces puits, ça c'est la partie supérieure du puits, par laquelle les hommes descendent, parce que parfois ces rétaras sont bouchés quand il y a des vents de sable, par exemple, ils peuvent être bouchés et ils peuvent réduire le débit de l'eau dans la rétara. Donc ces travaux sont régulièrement réalisés un peu partout où il y avait des rétaras. À côté des rétaras, il y a d'autres endroits où on a tout simplement creusé des puits et cette eau de puits, ici, il sert à abreuver les chameaux, mais il peut aussi être stocké pour pouvoir arroser de la végétation. Si les jardins on peut prospérer en terre d'islam, c'est grâce aux maîtres de l'eau. Les maîtres de l'eau sont des hydrologues qui maîtrisent, comme on vient de le voir tout à l'heure, la captation de l'eau. Et une fois que l'eau arrive au jardin, il faut l'utiliser avec économie. Et donc, il y avait sur le terrain, dans le jardin, des techniques d'arrosage. Et souvent, les maîtres de l'eau étaient eux-mêmes des jardiniers, comme Ibn al-Awwam
à Séville, qui a créé l'école de Séville, et lui-même était jardinier, c'est-à-dire que ce n'était pas seulement un ingénieur qui faisait des calculs, mais c'était un homme de terrain qui expérimentait les résultats, qui expérimentait lui-même les techniques d'arrosage. Et d'ailleurs, les Almohades, quand ils voulaient créer les jardins de l'Agdal à Marrakech, ils ont fait appel à Ibn al-Awwam, qui s'est rendu à Marrakech, qui a formé des jardiniers et des hydrauliciens. Et c'est comme ça que les Almohades ont pu créer l'un des plus grands jardins du Maghreb à l'époque. Il faisait plus de 550 hectares. Nous le verrons à la fin de cet exposé. Donc, les maîtres de l'eau, ce sont ceux qui vont aller chercher l'eau, la canaliser et la rendre disponible à l'irrigation. Donc, dans les jardins, l'eau est amenée par des canalisations. Au Maroc, on appelle les saguias. Ce sont des qanats, ce sont des ruisseaux qui vont amener l'eau vers les jardins. Et il y a les maîtres de l'eau, on met en place toute une technique et toute une démocratie de l'eau. C'est-à-dire que dans un village, un territoire quelconque, l'eau doit être répartie comment on dit, partagée démocratiquement entre les gens. Et il y avait toute une, comment dirais-je, toute une organisation avec le personnel et avec un calendrier d'irrigation pour que chacun puisse recevoir l'eau quand il en a besoin. Et c'était aussi un des rôles que jouaient les maîtres d'eau qui faisaient les calendriers d'irrigation qui étaient égalitaires. Certaines dynasties ont préféré aller un peu plus loin dans les prévisions et stocker l'eau pour les périodes où il ne pleut pas. C'était la politique des grands bassins. Ici, c'est le bassin de la Ménara à Marrakech. Et vous voyez au fond les montagnes de l'Atlas enneigées. La fonte de ces neiges va alimenter les oueds, les citernes, etc. Et va alimenter également les, 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 les grands bassins. Et à Marrakech, il y a trois grands bassins comme ça. Il y a deux dans les jardins de l'Agdal, un dans la Ménara. Il y a une petite Ménara en Espagne, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui a été construite à l'époque almohade par un prince qui voulait sa petite Ménara et il a pris le modèle de la Ménara de Marrakech avec un grand bassin également. Les hydrologues, l'école arabe de l'hydrologie a beaucoup travaillé. Ici, nous sommes en Andalousie, en Cordoue, et il y a eu le développement de plusieurs machineries. Il y a eu toute une machinerie qui a été mise au point. Si vous avez la fameuse Noria, mais il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs techniques qui permettaient justement de faire monter l'eau. Si vous regardez la diapo qui est à gauche de l'écran, vous voyez que les jardins de la ville sont plus élevés que la rivière. Et c'est grâce à cette noria qui contient des godets. Et les godets, quand ils descendent dans l'eau, ils sont remplis d'eau et mènent l'eau au niveau supérieur. Et c'est comme ça. Et vous avez le début, si vous regardez bien la diapo, vous avez les cyprès et vous avez la noria. Et entre les deux, vous avez un mur avec des arcades. Et ça, c'est un aqueduc qui va amener l'eau le plus loin possible. Sur la photo à droite, vous voyez que les godets versaient l'eau dans cet aqueduc. Et des aqueducs, ici nous sommes en Espagne, en Andalousie, peuvent avoir, c'est tout un ouvrage d'art qui est l'œuvre des hydrologues et qui permettait de faire passer l'eau par des endroits pratiquement impossibles. Voilà. Donc, en Andalousie, on trouve beaucoup d'ouvrages comme ça qui ont été diffusés dans les pays du Maghreb, par exemple. On verra un exemple tout à l'heure.
Cette école de l'hydrologie a également voulu être démocratique et c'est pour ça qu'on trouve sur les parcours d'eau ce qu'on appelle les répartiteurs qui permettent d'amener l'eau. Par exemple, ici, l'eau qui coule va aller dans deux fermes ou deux jardins ou deux territoires, deux villages différents, mais c'est partagé à égalité. L'eau est nécessaire pour les plantes, pour la vie des plantes. L'eau, principe de toute chose, est nécessaire au développement des plantes, mais les hydrologues ont pensé qu'il pourrait aussi apporter une note esthétique. Il peut jouer un rôle esthétique dans les jardins. Et c'est pour cela que dans les jardins, vous avez des canaux, vous avez des vasques, des fontaines qui permettent à l'eau d'aller vers le végétal, mais en passant d'abord par la surface du jardin et apporter un agrément et une esthétique supplémentaire au jardin. Donc l'eau dans les jardins en terre d'islam, il a deux fonctions. Une fonction alimentaire, purement alimentaire, pour alimenter les racines des plantes, mais aussi une, une fonction esthétique. Ça fait partie des caractéristiques du jardin en terre d'islam. Donc, en terre d'islam, vous avez les jardins qui ont une certaine, comment dirais-je, un certain design, un certain dessin, une certaine géométrie. Ce sont des jardins souvent de forme carrée ou rectangulaire. Ce sont des jardins clos. Vous avez le jardin qui est séparé de la nature par des murs, par des murailles, tout simplement pour protéger la végétation contre les vents de sable, contre la chaleur, mais comme ce jardin a une fonction sociale, pour aussi protéger le jardin des regards et donc avoir une intimité dans les jardins, parce que ces jardins d'agrément en terre d'islam étaient les lieux de rencontres, de réception. Et pour assurer l'intimité, c'était des jardins clos qui séparaient de l'environnement extérieur. Beaucoup de jardins se sont inspirés, bien sûr, le jardin s'inspire du paradis, tel que décrit dans la sourate que nous avons vue au début de cet exposé, et qui est matérialisé souvent sur la tapisserie. Sur les tapis, surtout le tapis persan, on retrouve ce rappel dans le salon, c'est-à-dire comment faire entrer ce jardin qui est à gauche de l'image à l'intérieur d'un palais, d'un salon. Ça, on peut le reproduire avec un tapis. Alors ce tapis reprend exactement le schéma que nous avons vu tout à l'heure, les quatre fleuves, avec au centre ce carré qui peut représenter qui peut représenter par exemple une fontaine ou un kiosque. Nous verrons tout à l'heure l'intérêt des kiosques et tout et les différents carrés sont les différents parterres sont plantés de fleurs, c'est possible de fleurs odorantes, mais aussi d'arbres et d'autres espèces végétales. Voilà ce que nous retrouvons chez les Persans, par exemple. On retrouve ces parterres, on retrouve ces allées, on retrouve le jardin clos et on retrouve des lieux de plaisance. Vous avez des kiosques pour prendre le café ou le thé, comme c'est le cas ici, des kiosques pour recevoir, pour prendre un repas, pour écouter de la musique, pour méditer, pour faire sa prière, pour faire de la lecture, pour écouter un conteur, pour écouter un enseignement, tout simplement, avoir un enseignement. Les enseignements se faisaient aussi dans les jardins. Les jardins joués étaient aussi des jardins de savoir. Donc, et là, vous avez l'exemple à gauche d'un kiosque que j'ai moi-même fait dans la palmeraie de Marrakech, hein, et à droite, un patio du jardin de la Bahia à Marrakech, qui sont des jardins du 19e siècle. Et vous avez les quatre parterres avec les plantes. Les allées matérialisent les quatre fleuves et au centre, une fontaine.
On retrouve ce schéma dans un jardin qui a été récemment créé à Marrakech, qui s'appelle le Jardin Secret. Et ces kiosques, évidemment, c'est le lieu où s'expriment les artisans avec le travail du bois, avec le travail du sol. Ici, il y a le travail des zélige pour décorer le sol et le plafond du pavillon est décoré par des ma'alem, des artisans, avec, qui reprennent des motifs qui sont très courants en terre d'islam. Vous avez le motif géométrique, vous avez le motif floral, vous avez le motif, arabesque et vous avez de la calligraphie. Et souvent, ces kiosques sont, on peut lire sur les parois de ces kiosques des textes qui peuvent être des poèmes, qui peuvent être des versets coraniques, ou qui peuvent être des poèmes à, écrits pour, comment dire, une sorte d'hommage aux bâtisseurs du jardin, etc. Et ces kiosques étaient des lieux de repos et des lieux à partir desquels le propriétaire peut admirer le travail des jardiniers, comme on le voit ici à gauche de l'image. Et ces jardins, maintenant, je vous invite à un voyage qui va commencer ici en Andalousie avec Madinat Zahra. Madinat Zahra est un jardin emblématique en Andalousie. Madinat Zahra, c'est ce qu'on appelait à l'époque les mounia. Les mounia, c'est le terme arabe qui veut dire un jardin construit à l'extérieur de la ville. C'était la ville, il y a, ça, c'est, on est à près de Cordoue, on est à 8 km à l'ouest de Cordoue. Et Abdelrahman II à 3 a construit cette nouvelle ville, c'est un peu Versailles, si vous voulez, en dehors de la ville, avec un palais qu'on voit en haut à droite de l'image. On voit bien sûr la forêt, puis ensuite le palais. Et plus bas, ce sont des jardins en terrasse. On est dans une zone avec un relief accidenté. Et en plus bas, on voit les jardins d'agrément où le sultan recevait, faisait des réceptions. Et tout autour était l'agriculture. Donc la mounia, c'est une espèce de jardin qui était adossé à un jardin de rapport. Et la Mounia, c'était le jardin, si vous voulez, de propriétaires. Il y avait des jardins de différentes dimensions, mais le, 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 ici, on a, comment dirais-je, on a l'ancêtre de la Mounia qui va ensuite être généralisé pratiquement dans toute l'Andalousie. Chaque prince, chaque chef militaire, chaque riche commerçant avait sa mounia, se devait d'avoir sa mounia, sa villa en dehors de la ville et où il pouvait recevoir. Et vous voyez bien sûr que ces jardins sont clos également. Il y a des hautes murailles qui protégeaient la mounia des regards aussi des vicissitudes climatiques parfois. Nous sommes à Séville. Je ne sais pas, j'ai peut-être fait une petite manipulation. Je vais voir l'image d'avant, c'est parfait. Donc, nous arrivons ici à Séville, où il y a un autre modèle du jardin. Il y a là, nous arrivons à Grenade. Là, c'est le Généralif. Donc, le choix de Généralif a été fait euh, de manière à ce que l'eau soit disponible. Donc, vous avez la Sierra, vous avez la Sierra qui va alimenter, c'est le château d'eau du Généralif, simplement. Et le Généralif, qui a été construit
par le calife Ahmar, c'est pour ça qu'on appelle la, la, l'Alhambra, ça vient de l'Ahmar. Et dans ces jardins, on peut retrouver l'eau, et elle est très importante. Ici, c'est une image prise au XXe siècle. Je n'imagine pas que l'eau avait, ces jets d'eau étaient aussi existaient, mais ils n'étaient pas aussi énormes qu'aujourd'hui, parce que il n'y avait pas les machines qu'on a aujourd'hui. Mais les, 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 les gens qui administrent le Géné Khalif ont pensé que ça serait bien qu'il y ait des jets d'eau dans le jardin. D'ailleurs, on entend beaucoup l'eau. Mais dans le temps, rassurez-vous, ce n'était pas de cette hauteur, c'était comme des sources qui sortaient du bassin, mais ils n'étaient pas aussi hauts. Donc ça, c'est juste la modernité qui permet d'avoir ça. Mais on revient sur ce principe du jardin. Là, c'est un des jardins de l'Alhambra. Donc, on voit l'Alhambra, il est un peu loin de la ville pour les gens qui sont allés à Grenade et se trouve en hauteur. Il faut passer par le quartier de Beyessine pour passer de la ville basse aux jardins qui sont un peu en hauteur de la ville. Ces jardins sont magnifiques et composés par plusieurs types de jardins. À gauche, vous avez le Bartal, qui est le jardin où se réunissaient les femmes du palais. Vous avez des jardins qui sont à l'intérieur et là, vous voyez que ça vous rappelle quelque chose. Les riads de Marrakech, c'est ce modèle de jardin clos et autour du riad, il y a les habitations. Voilà. Donc là, c'est la cour et vous avez à gauche, ici, vous voyez une porte d'une des salles de qui donne sur ce patio qui se forme de jardin. Alors ça, c'est le modèle de Riyad. Et ce modèle de Riyad, d'après des recherches effectuées par des archéologues espagnols, ce sont les Almoravides qui étaient à l'origine de Riyad, qui ont construit le premier palais de Marrakech, qui s'appelle le palais El-Hajar, au XIe siècle. Et ils ont doté l'intérieur, ils l'ont végétalisé par... et c'est exactement quand ils ont fait des fouilles, quand ils ont fait des reconstitutions par informatique, et on retrouve exactement le modèle de Riyad tel qu'on le connaît aujourd'hui et tel qu'on l'a vu dans l'une des diapos tout à l'heure, c'est-à-dire de forme carrée avec au centre un bassin, une fontaine et les quatre parterres et les allées qui matérialisent les quatre euh, fleuves du paradis. Ça, c'est un autre modèle, c'est donc de jardin clos. Donc ça, c'est des jardins qui sont à l'intérieur des maisons. Là, les chambres, vous voyez, les balcons donnent directement sur le jardin, comme un riad. Là, nous arrivons en Iran et je- vous avez vu tout à l'heure, est-ce que ça vous rappelle le tapis iranien qu'on a vu tout à l'heure? Donc, vous avez cette architecture qui s'inspire du paradis céleste et qui essaye de reproduire ce paradis sur Terre. Je vous laisse admirer ces jardins publics. Le jardin que vous avez vu tout à l'heure est un jardin privé et il y a des variations, évidemment. Ici, le jardin il est clos également. Vous avez la mosquée, les commerces et tout ça pour, comment dirais-je, pour protéger la végétation. Et pour aussi s'éloigner, éloigner les bruits de la ville et de la ville. Donc l'eau, elle est centrale dans ces jardins, ils sont toujours en Iran. L'eau est centrale et le bassin, vous voyez que il a un rôle esthétique. C'est un chemin d'eau. C'est un chemin d'eau qui peut être ici en escalier
Et ça permet aux gens d'aller chercher de la fraîcheur, de se retrouver les après-midi dans les jardins frais dans différents jardins en terre islamique. Donc l'eau, il est très, très important. Et l'eau a été encore sublimée ici. Nous sommes en Inde. Vous reconnaissez ce jardin, Taj Mahal. Et vous voyez que l'eau, ici, joue un rôle de miroir, un rôle esthétique. Il y a bien sûr le son de l'eau, le bruit de l'eau, mais ici, vous voyez que le bassin joue ce rôle de miroir dans lequel se projette pratiquement tout le jardin. Et imaginez cette image sans le reflet du jardin dans l'eau, ça serait quelque chose de différent. Donc, ça crée une espèce d'ambiance féerique grâce à ce miroir aquatique. Ça nous rappelle le tapis que nous avons vu tout à l'heure, ça nous rappelle les miniatures qui représentent le paradis avec ces quatre fleuves. J'ai essayé de chercher un jardin qui euh, appartiendrait à la civilisation des Ottomans. J'en ai pas trouvé beaucoup, mais ça c'est un jardin ottoman. C'est la seule photographie que j'ai trouvée. Et vous voyez, c'est un jardin qui reprend pratiquement le même modèle avec les kiosques pour pouvoir passer du temps à l'intérieur de ces kiosques. Donc, c'est ce modèle qui se reproduit un peu partout partout en terre d'islam. Nous arrivons au Maroc et ça, c'est le jardin Bahmed à, à Fès qu'Éric connaît ou reconnaît sûrement. Bon, c'est un jardin qui est presque minéral, mais il y a quand même de la végétation. Là, il y a une volonté de ce jardinier qui était très conscient de la question écologique à l'époque. Fès est une ville qui ne dispose pas de beaucoup d'eau. Et donc, il a créé pour son client, c'est un jardinier qui s'appelle Haj Omar, qui a créé ce jardin pour Bahmed, pour Mohamed. Et il a associé à la fois une cour qui aurait pu, une cour couverte de zélige, mais il l'a agrémenté de jardins avec un dessin avec une étoile à quatre branches qui se trouve au centre et qui l'a un peu décliné dans tout le jardin. C'est un de mes jardins préférés à Fès et je vous invite à le visiter quand vous vous rendrez à Tala, à Fès. Donc c'est un riad, comme on a vu tout à l'heure, mais là, il a un petit peu rompu avec la tradition d'avoir les quatre allées qui mène vers la fontaine et qui mène vers les chambres, vers les pièces. Là, il a un peu rompu avec cette tradition. Il a créé une espèce de déambulation à l'intérieur du jardin. Et d'ailleurs, quand vous allez dans ce jardin, ben, vous déambulez entre ces parterres sous forme d'étoiles à 8 branches. Cette étoile à 8 branches, on la retrouve ici à Jnane où il accueille une vasque. Donc, Genesville est aussi un jardin de la ville de Fès qui a été plusieurs fois rénové, mais l'architecture de base a été conservée. Et c'est d'ailleurs là où se déroule une partie de festival de la culture Sophie à Fès et qui va avoir lieu dans 2 ou 3 semaines. Nous arrivons à Rabat. Donc là, on est à la Tour Hassan. Il y a un jardin qui est à côté de la mosquée. Vous voyez que l'architecte, le paysagiste a choisi un axe pour avoir un jardin symétrique et le jardin, le chemin d'eau, le canal a été mis dans la direction du minaret de façon à donner à ce jardin
une symétrie. La symétrie, d'ailleurs, est une des caractéristiques des jardins en terre d'islam. On l'a vu sur le tapis persan et ça se reproduit sur tous les jardins. Ici, nous sommes à Rabat, dans le quartier des Oudaya, où il y a un jardin. Ce jardin, vous voyez, c'est un jardin clos. On retrouve le jardin clos. On retrouve le parterre qui reproduit les allées autour de l'eau. Vous avez une tour et à droite de la tour, il y a une grande porte. Et si vous descendez de cette porte, vous avez un bassin. La photo n'est pas au centre du jardin, mais ça nous donne une idée sur la structure de ce jardin. Et voilà tel qu'il est aujourd'hui. Alors là, nous partons très loin de Rabat, nous arrivons à Taroudant. C'est un jardin qui a été créé au XXe siècle par un artiste chilien qui s'appelle Claudio Bravo. Cet artiste chilien est venu dans cette région où il n'y avait pas de jardin d'agrément énorme qui peut être visité par le public. Et il a créé ce jardin avant son décès. Et vous voyez qu'il a reproduit pratiquement toutes les grandes lignes du jardin islamique. Il est dans une région qui n'est pas très pluvieuse, c'est une région semi-désertique, semi-aride, et il a commencé par reproduire la Ménara, et il appelait ça sa petite Ménara, un grand bassin où l'eau s'accumule, et on prenait cette eau pour la pomper en cas de besoin l'été pour arroser les différents oliviers qu'il a plantés et les cyprès qui sont plantés dans ce jardin. Donc ça, c'est un jardin d'artistes chilien qui s'est installé au Maroc à la fin du XXe siècle et qui était amateur de jardin et il a décidé d'aller dans un endroit où il n'y a pas de jardin d'agrément et de le créer. Et aujourd'hui, ce jardin est devenu un lieu où les gens se rendent quand ils visitent la ville de Taroudante. Vous voyez, c'est le même modèle que celui de la Ménara que nous avons vu tout à l'heure. Vous voyez ici, vous avez la ville moderne, et vous avez ce jardin de XIIe siècle qui résiste toujours. Grâce à quoi? Ben, grâce à cette réserve d'eau qui permet au jardin de se maintenir en l'absence d'eau, de pluie. C'est un autre jardin du Maroc on est à Marrakech, c'est le jardin de Rast Moulay Abdeslam. Moulay Abdeslam était un prince. Son père était le prince, le roi, le sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah. Sidi Mohamed Ben Abdallah est un prince, est un roi qui a essayé de moderniser le Maroc au XVIIIe siècle. Et il avait des idées très innovatrices. Par exemple, il a instauré une tradition. Quand un de ses enfants arrivait à l'âge de majorité, il lui donnait une parcelle de terre et il lui demandait de la transformer en jardin. Il avait 4 enfants, il a donné 4 parcelles de terre à chacun de ses fils pour qu'il la transforme en jardin, un jardin de rapport, mais aussi un jardin d'agrément, avec une partie d'agrément. Seulement 2 jardins sont passés à la postérité. Ce jardin que vous voyez ici à l'image, avec les 4 fleuves du paradis et la végétation, et qui s'appelle Ras Moulay Abdeslam. Aujourd'hui, il porte le nom de Cyberparc de Marrakech parce que c'est un parc qui a été, vous le voyez peut-être à droite de l'image, qui a été équipé avec les nouvelles technologies et les gens peuvent venir dans ce jardin se reposer, lire et ceux qui veulent se connecter gratuitement, ben, ils ont accès à des écrans qui ont été installés dans le jardin pour pouvoir se connecter. L'image remonte au début du XXIe siècle à Marrakech. Le deuxième jardin des fils de Sidi Mohamed Abdallah qui est passé à la postérité, c'est le jardin qui va devenir le jardin de la Ménara, pardon, l'hôtel, le palace
la Mamounia, qui a appartenu au prince Mamoun, Moulay Mamoun. Alors, Moulay Mamoun, Mamounia. Moulay Mamoun, c'est le nom masculin. La Mamounia, c'est féminin. Alors, la Mamounia, c'était le nom qu'on donnait aux Séguia, c'est-à-dire les canaux d'irrigation qui amenaient de l'eau, portaient les noms des jardins auxquels cette eau est destinée. Donc, la Mamounia, c'était l'eau qui allait pour alimenter. Les gens savaient que ce canal, c'était pour alimenter le jardin c'est la part d'eau du jardin de la Mamounia. Et les constructeurs, enfin, ceux qui ont fait le projet en 1928, construire la Mamounia, ils ont donné le nom de la Sagia. En fait, c'est le nom de la rigole qui alimentait le jardin qui a été donné au palace et ce nom est conservé jusqu'à maintenant, encore aujourd'hui. Ici, vous avez un riad là, de Marrakech, qui est en fait la maison du Pacha Glaoui. Et le Pacha Glaoui a reproduit, a reproduit le modèle de riad c'est un riad qui a été construit dans les début des années 30. Et il a repris un peu ce qu'on a vu tout à l'heure à Fès, une partie minérale, parce que c'est une maison habitée, il y a le sol est couvert de marbre, et une partie végétale avec une fontaine au milieu. Et c'est ce que a fait le chambellan de roi de Marrakech. Le chambellan de roi de Marrakech, avant Glaoui, le chambellan de roi de Sultan Moulay Hafid, était un homme qui aimait les jardins et il a construit un jardin qui a été rénové récemment et devenu un lieu touristique. C'est le jardin secret de Marrakech. Au début du XXe siècle, il y a 100 ans exactement, Jacques Majorel a ouvert son jardin à Marrakech. Il a commencé les travaux en 1922. Il lui a fallu 2 années avant d'ouvrir le jardin. Et quand le jardin a été ouvert en 1924, cette couleur bleue n'existait pas. Il y avait la couleur de Marrakech, tout simplement, l'ocre. Les murs sont peints normalement en ocre à Marrakech. Et ce n'est qu'en 1938 que ce kiosque a été construit. Il n'existait pas en 1924 et que ce pavillon a été construit. C'était l'atelier du peintre Jacques Majorel qui a été construit. Donc, il a construit sur 2 étages et il a demandé à des architectes suisses d'imaginer un lieu pour lui, un atelier pour travailler. Et il a eu l'idée, en tant qu'artiste, de peindre le mur en bleu, de peindre les boiseries en bleu clair, du ciel, et de peindre les pots dans différentes couleurs, ce qui fait du jardin aujourd'hui non seulement une œuvre végétale, mais une œuvre artistique également. Il y a la, 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 la- les couleurs choisies par l'artiste. J'ai eu l'honneur de restaurer ces jardins en 1998 jusqu'en 2008, pendant 10 ans. Et je n'ai rien fait d'important sauf suivre les pas de Majorel, parce que quand il a conçu son jardin, il a tout organisé, il a tout vu. Et mon travail consistait à marcher sur ses pas et à ramasser les débris d'herbe, les plantes mortes, et à remplacer et à redonner vie à ce jardin. Ça, c'est le jardin qui est ouvert aujourd'hui au public. Il a une surface d'1 hectare et le nombre de visiteurs apparemment depuis mon départ est de plus en plus important. Mais Jacques Majorel ne vivait pas dans ce jardin, il vivait dans son jardin secret qui a été ouvert au public récemment. C'était le jardin où venait passer ses vacances Yves Saint-Laurent quand il venait à Marrakech. C'était sa maison privée, qui était la maison privée de Jacques Majorel. Et là, Jacques Majorel a reproduit. euh, il a beaucoup respecté la tradition islamique, aussi bien dans l'architecture des bâtiments que dans les jardins.
Et cet endroit aujourd'hui est ouvert également au public. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions ou des compléments d'informations sur ce que je viens de vous exposer.